Mais d'abord, donc, les résultats. Les résultats, regardez-les. Ils ont été affinés au fil de la soirée, mais ils sont restés, de toute façon, autour de 87%. 87,3%. Les trois autres candidats récoltent des miettes. 4,30%, 3,21%, 3,83%. Et donc 87%, regardez cette comparaison, les élections de Poutine à travers les âges, depuis plus de 20 ans. Eh bien, il y avait une petite baisse peut-être en 2012, mais jamais il n'avait atteint ce chiffre de 87%. Il est parti à 53% en 2000. Il était à 64% en 2012. La dernière, c'était 78%. 87%. Thierry Volton, 87%. Il a, joué au dé. Alors, il voulait de toute façon... Je dois faire mon autocritique d'abord. Permettez-moi, je suis une autocritique, parce que j'avais dit 82%. Vous voyez, j'avais annoncé 82%. Donc Vous étiez en dessous de la main. Exactement, voilà. En dessous de la main. Donc ça veut dire qu'il va encore... Parce que évidemment, vous vous doutez bien que ces 87%... je ne sais pas combien de Russes ont vraiment voté pour Poutine, mais il est évident que dans un score de ce type-là, à la soviétique, on pourrait dire, il y a beaucoup de trucage. Donc c'était annoncé d'avance. D'ailleurs, c'est très intéressant si nous allons passer... Je me suis posé la question, nous allons passer quand même une bonne partie de cette émission à commenter un événement qui finalement n'était pas vraiment commenté puisqu'il était annoncé d'avance. Dans une certaine... Alors évidemment... Oui, mais c'est toujours pareil. Quand ça se produit, si vous voulez, ça constitue quand même un événement surtout que maintenant... qui amène des commentaires. Non, mais surtout que maintenant, avec ce score princier, si je puis dire, royal plutôt, évidemment, Poutine, il n'a jamais eu les mains mouillées, soyons clairs, mais il va se sentir encore plus fort, si je puis dire. Et donc, ça va avoir des répercussions sur la guerre et sur la situation internationale, incontestablement. 87%, c'est, on disait, un score de maréchal, un score de dictateur. Il rentre dans cette galaxie de dictateurs. Oui, enfin, il l'était déjà. Il l'était déjà, mais encore plus avec ces 87%. Oui. Regardez ce que Marion Villette nous a préparé. C'est le hit parade des scores les plus massifs de certains élus qui, effectivement, ont des pouvoirs autoritaires. Kim Jong-un, alors lui, c'est pas dans la dentelle, 100%. Comme ça, 100% des joueurs ont gagné leur chance. Alors lui, 100%. Saddam Hussein, 99%. Nicolas Ceausescu, en son temps, 98%. Monsieur Teodoro M. Bagoso, qui est à la tête de la Guinée équatoriale, toujours, 95%. Bachar el-Assad, vous le connaissez, 89% en Syrie. Idriss Déby, qui est toujours le gouvernant au Tchad, 88%. Et donc, voilà, il est maintenant le 7e sur ce podium. Il avait besoin... C'est ça qui est fascinant, c'est que Poutine avait besoin de faire encore mieux que la dernière fois pour asseoir son pouvoir totalitaire. Mais je pense que ce qu'a dit Thierry est très intéressant, c'est-à-dire que ce qui est moins intéressant, c'est forcément le résultat, mais en revanche, il y a matière à intérêt du côté de la fabrique de ce résultat, c'est-à-dire que les mécanismes qui ont été utilisés, développés pour construire ce résultat, l'outil administratif, c'est-à-dire la mise en marche de ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers de personnes qui sont responsables de fabriquer ce résultat, et ensuite ce que cela traduit en termes de consolidation, de renforcement d'un pouvoir, avec un message, et vous l'avez cité, qui est très clair d'emblée, c'est-à-dire attention à toutes celles et ceux qui espéraient une sorte d'apaisement ou d'inflexion. Ça va être très très dur, le pire est à venir. Le pire est à venir pour les Ukrainiens, pour nous, mais pour les Russes aussi, je pense. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir, oui. Manon. Mais d'ailleurs, dans les régions ukrainiennes occupées, les scores sont entre 87 et 92%. C'est encore plus que la moyenne... Et là, en fait, les gens sont allés, les gens des commissions électorales sont allés avec les urnes faire du porte-à-porte en disant c'est bien trop dangereux pour vous de vous déplacer et de venir à un bureau électoral de toute façon qu'il n'y a pas, parce que c'est des zones où il y a encore des combats, et avec des hommes en armes qui leur disaient de bien voter. Donc effectivement, les habitants là-bas disaient comment on peut faire pour voter, entre guillemets, librement dans ces conditions-là. Il y a eu quand même des... Alors on y reviendra tout à l'heure, mais dans la fabrique de ce résultat, on peut parler d'une fabrique de résultats. D'ailleurs, on peut noter qu'avec à peu près 20% des bureaux de vote, il était déjà à 87%, et que la totalité des dépouillements, il n'a rien changé, si 0,3 de plus. Mais si vous voulez, les jeux étaient faits dès le départ. Dès 19h30,
hier soir. Dès 19h30, c'est 87%. Donc c'est dit, tiens, 87, je crois. Pardon pour cette notation un peu désinvolte, mais on se dit, voilà, on va choisir un chiffre, c'est 87%, mais exactement. 87%, c'est presque ça qui semble avoir été fait dans les coulisses de ceux qui, évidemment, voulaient plaire à Poutine. On se souvient qu'au départ, il disait, enfin, d'annoncer plus de 80. Dès le départ, même avant, pendant la campagne, il fallait qu'il ait plus de 80. Et donc il a 87. C'est 5% de plus que ce que prévoyait Thierry Volton. Mais en tous les cas, et quand on voit les 3 autres candidats, ils sont totalement inconnus. Donc en fait, même quand vous y allez, vous votez pour Poutine, qui en plus a une vraie popularité en Russie. Oui. Et ça, faut pas le négliger. C'est-à-dire que la popularité est allée en augmentant depuis le début de la guerre, en réalité. Pourquoi ? Parce qu'il fait croire, ou il laisse croire, qu'en fait, c'est l'OTAN qui attaque la Russie. Donc en fait, il se présente comme défenseur. Et à ce titre-là, d'où la guerre qu'il mène, et à ce titre-là, donc c'est lui, père du peuple, le petit père du peuple, qui est là pour les aider et sauver la Russie. C'est un score qui est le plus important depuis l'ère post-soviétique que vous connaissez parfaitement bien. Évidemment, enfin pas évidemment, parce que c'était une question. Il a pris la parole hier soir. Il est venu devant des micros. C'est très intéressant de décrypter ça avec vous. Bonjour Jérôme Garraud, merci d'être en direct. Vous avez travaillé tard hier soir et tôt ce matin. Vous êtes le correspondant TF1 LCI à Moscou. Il a pris la parole à minuit moins 10 heure russe. Conférence de presse improvisée. Mais d'abord, les 3 axes que vous retenez de cette intervention hier soir, Jérôme. Oui, Vladimir Poutine a pris la parole donc dans la foulée, vers minuit, vous le disiez, dans la foulée de l'annonce de ces scores absolument stratosphériques. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais s'il faut retenir 3 points, on peut peut-être parler d'abord du fait qu'il n'y a visiblement aucune inflexion à attendre de la part de Vladimir Poutine sur le terrain en Ukraine. Il l'a répété avec cette phrase « Nous ne nous laisserons jamais intimider par quiconque ». Ensuite, alors là, Vladimir Poutine a été très vague, mais il n'a pas exclu le fait qu'il pourrait y avoir un cessez-le-feu, une trêve en Ukraine pendant la durée des Jeux Olympiques à Paris. Donc on peut douter évidemment de la sincérité de cette déclaration, mais il y a peut-être quelque chose qui est à jouer maintenant du côté de la France. Et enfin, pour la toute première fois, Vladimir Poutine a prononcé le nom d'Alexei Navalny, vous savez, son opposant qui est mort dans une prison du Grand Nord le mois dernier. Là, implicitement, le président russe a reconnu que Navalny était pour lui une monnaie d'échange, puisqu'il prétend qu'il était sur le point de le transférer, de l'échanger. 3 points très importants sur lesquels on va revenir. Sur la forme, Jérôme Garraud, vous qui l'observez maintenant depuis longtemps, un Poutine, on pourrait dire, détendu, qui s'est laissé interroger par des journalistes dans des termes qu'on n'avait pas entendus depuis longtemps. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez, vous, entendu ? Oui, on l'a vu là, qui était vraiment manifestement assez détendu pour répondre aux questions des journalistes, mais sans doute Vladimir Poutine se sent-il tout puissant aujourd'hui, et je pense que c'est aussi le sens du score, du résultat qui a été annoncé, 87% pour la Russie, mais vous avez des régions où ce score monte jusqu'à 99% des suffrages exprimés, en Tchétchénie par exemple. Donc là, le message qu'envoie aussi le président russe, c'est regardez, j'ai à présent un contrôle total sur le pays, et vous pouvez compter sur moi pendant longtemps. Voilà, c'est fait. Ça, c'est fait, c'est ce qu'il a dû se dire. Et du coup, il a dû effectivement être... Hier, il s'est livré à un exercice dans lequel on ne l'avait pas vu comme ça depuis longtemps. On verra qu'un journaliste américain, justement, l'interroge sur Navalny avec une réponse quand même assez sidérante. Merci infiniment. Jérôme Garraud avec Gilles Parot en direct de Moscou pour LCI. Vous permettez ? On écoute ? Oui. On écoute celui qui est à nouveau au pouvoir pour 6 ans. Ça fera 26 ans de pouvoir absolu en Russie. Oui. On écoute Poutine hier soir. Peu importe à quel point ils veulent nous intimider, peu importe qui ou à quel point ils veulent écraser notre volonté et notre conscience, personne dans l'histoire, comme je l'ai déjà dit, n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit de ce genre. Cela n'a pas fonctionné aujourd'hui et ne fonctionnera pas à l'avenir, jamais. On ne se laissera pas intimider, on ne se laissera pas écraser. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette phrase générale. Qu'est-ce que vous entendez dans ce qu'il dit là ? Intimider, je pense que c'est par rapport aux déclarations d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron disant qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, même si il ne souhaite pas, qu'il ne prendra pas l'initiative. Néanmoins, il dit fermement, le discours d'Emmanuel Macron est assez ferme,
Et donc, je pense que l'intimidation, c'est ça, et se laisser écraser, c'est-à-dire qu'ils n'accepteront pas qu'il y ait une intervention, de quelle qu'elle soit, contre eux. Et auquel cas, enfin, je veux dire, il répond à Emmanuel Macron, en quelque sorte, si jamais l'OTAN a fait quelque chose, nous serions là pour nous défendre, et on vous écrasera également. Donc en fait, on est dans le discours guerrier, mais qui est le sien déjà depuis longtemps, en fait. Oui, Gallagher Fenwick. Un Poutine, donc, qui a 6 ans de pouvoir en plus, et qui est menaçant dans la seconde presque qui suit l'annonce de cette réélection. Absolument. C'est quand même un peu inquiétant. Alors c'est inquiétant, pas surprenant. En cela, je note aussi, puisqu'il est entouré d'une foule de jeunes, qu'il adresse également un message à sa population, c'est-à-dire ça va continuer, et je ne m'occuperai pas de vos préoccupations principales, c'est-à-dire quel message sur le social, l'économique, la santé ou quoi que ce soit. C'est un mandat qui sera entièrement tourné vers l'effort de guerre qui va se poursuivre. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça va être dur d'abord évidemment pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes, mais pour les Russes aussi, puisqu'on peut s'attendre à des hausses d'impôts permettant d'accroître le financement de l'effort de guerre et d'autres sacrifices auxquels cette population va devoir consentir. Mais c'est une position aussi belliqueuse à l'égard de l'extérieur de la Russie. Oui, oui. Je voudrais faire une petite remarque parce que c'est intéressant, je pense, pour le présent et pour le futur. On a dit tout à l'heure, vous avez dit que 99% en Tchétchénie avaient voté. Alors la Tchétchénie a été écrasée, littéralement écrasée par l'armée russe au début des années 2000. Donc ça veut dire que c'est ça le modèle, quelque part. Excusez-moi. Le modèle pourquoi le modèle Poutine. Pour l'Ukraine ? Non, pour l'Ukraine, évidemment. Non, mais maintenant ça sert de modèle pourquoi ? C'est la leçon qu'il faut tirer de ça. Maintenant qu'il l'a fait en Tchétchénie, vous vous dites, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils veulent faire... Ils veulent faire un entraînement et notre tort a été de ne pas le voir, le tort des Occidentaux, de ne pas à ce moment-là avoir tapé du poing sur la table. Mais ça vous paraît un petit détail, mais c'est très significatif. Non, c'est pas du tout un détail, mais est-ce que comparaison est raison ? Oui. Est-ce qu'on peut plaquer ? Non, mais c'est une question sérieuse. Alors, je comprends bien parce que la Tchétchénie est un petit pays, l'Ukraine est un grand pays. Ben oui. Évidemment, je suis d'accord que... Oui, mais enfin, c'est son modèle, vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça son idée, c'est ça l'idée que je veux dire. Quand il dit écrasé, c'est ça. Voilà, et c'est comme ça qu'il contrôle, qu'il estime que c'est comme ça qu'il doit contrôler un pays. On écrase et après on contrôle complètement. Voilà. Moi, pour avoir passé plus de 20 ans à aller justement en Tchétchénie et avoir filmé l'écrasement russe là-bas, c'est exactement ça. Ça a servi de modèle par rapport à ce qu'il fait à l'Ukraine et par rapport à la répression intérieure en Russie. Savoir dès le début en Tchétchénie, il fallait mater toute forme de rébellion, effacer les traces des crimes de la déportation du peuple tchétchène et aussi les 150 000 morts. Donc on n'a plus le droit de parler du mot guerre, on n'a plus le droit de dire qu'il y a eu des morts. L'effacement de la mémoire, c'est exactement ce qui se produit en Russie aujourd'hui. C'est vrai que l'exemple est là, et les 99%, alors il avait quand même osé 2 fois de suite déjà faire ça. On avance. Il remet un coup. Voilà, il remet un coup. Donc, mais alors,